Les gardes au poste frontière de Tchernobyl parlaient de silhouettes étranges se dessinant dans le brouillard radioactif, de cris inconnus résonnant à travers la ville morte. Intrigué par ces récits, le professeur Smith s'aventura profondément dans la zone d'exclusion, installant un réseau de caméras pour découvrir la vérité. 3 mois plus tard, lorsque les premières images clignotèrent sur l'écran de son laboratoire, le scientifique en oublia de respirer. Si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Le vent hivernal hurlait à travers les rues abandonnées de Pripyat, transportant la neige radioactive sur un paysage figé dans le temps. Nous étions en 2023 et le professeur Jim Smith se tenait au bord de la zone d'exclusion de Tchernobyl, sa respiration visible dans l'air glacé. Son matériel de recherche était éparpillé autour de lui, comprenant des dizaines de caméras sensibles au mouvement qui allaient bientôt devenir les témoins silencieux de cet endroit maudit. Le silence inquiétant n'était rompu que par le craquement occasionnel de ses bottes dans la neige contaminée. La zone d'exclusion s'étendait devant lui, un vaste territoire de 1000 km². Les arbres avaient repris possession des rues, poussant à travers le béton et l'asphalte. Les bâtiments vides s'élevaient comme des rappels creux de la catastrophe nucléaire de 1986. Les compteurs de radiation accrochés à la ceinture de Smith cliquetaient régulièrement, rappel constant du danger invisible encore présent. Chaque pas en avant ressemblait à une marche plus profonde dans un monde post-apocalyptique où le temps s'était arrêté depuis des décennies. D'étranges histoires circulaient parmi les rares habitants vivant encore près de la zone. Les chasseurs locaux parlaient à voix basse de silhouettes inhabituelles, se mouvant dans le brouillard radioactif, des créatures plus grandes et plus nombreuses que tout ce qui avait été observé avant la catastrophe. Certains prétendaient entendre des hurlements différents de ceux des loups normaux, tandis que d'autres signalaient des traces ne correspondant à aucune espèce connue. Ces récits étaient souvent rejetés comme de la paranoïa induite par la radiation, mais ils captèrent l'attention de Smith et renforcèrent sa détermination à découvrir la vérité. Le mystère de ces apparitions le hantait, le poussant à chercher des réponses là où les autres ne voyaient que le danger. Ses collègues universitaires considéraient le projet comme une perte de temps et de ressources. Rien ne peut survivre dans ce désert radioactif, affirmait-il. Même ses partenaires de recherche remettaient en question la logique d'installer des caméras pour observer la faune dans un endroit considéré depuis longtemps comme mort. Mais Smith avait le sentiment qu'il y avait plus dans cette histoire. Quelque chose dans la manière dont le vent traversait les bâtiments abandonnés suggérait que cette zone apparemment sans vie cachait des secrets prêts à être découverts. Pendant plusieurs semaines éprouvantes, Smith et sa petite équipe s'enfoncèrent plus profondément dans la zone. Ils installèrent 42 caméras dans la partie ukrainienne, chacune soigneusement positionnée pour surveiller différentes zones du paysage interdit. Le travail était méthodique et souvent dangereux, les obligeant à naviguer entre les points chauds radioactifs tout en transportant un équipement lourd. Chaque nuit, ils retournaient au camp de base, leur dosimètre affichant des niveaux de radiation de plus en plus inquiétants. La ville abandonnée de Pripyat projetait de longues ombres tandis qu'ils travaillaient. La célèbre grande roue, jamais utilisée, se dressait comme un sentinelle rouillé. Les écoles étaient vides, les affaires des enfants encore dispersées là où elles avaient été laissées des décennies plus tôt. Le temps semblait s'être arrêté ici, mais le cliquetis des compteurs de radiation ne cessait jamais. Dans une salle de classe, une équation de mathématiques à moitié terminée recouvrait encore le tableau noir, un souvenir fantomatique du jour où tout a changé. À mesure que l'hiver s'intensifiait, les caméras commencèrent leur veille silencieuse, jour après jour, capturant image après image de la forêt apparemment sans vie. La neige tombait, les branches bougeaient, et le soleil se levait et se couchait sur un endroit où les humains ne pouvaient plus vivre. Smith retourna dans son laboratoire, prêt à passer des mois à revoir des images qui pourraient ne montrer rien d'autre qu'un désert vide. Sa détermination au projet ne faiblit jamais, malgré le scepticisme croissant de ses pairs. Les premières semaines de séquence révélèrent peu de choses, des images interminables de paysages enneigés et de bâtiments abandonnés. Puis, quelque chose changea. Smith remarqua un mouvement dans un cadre. Il se pencha vers son écran, le cœur battant. Était-ce juste le vent? Un problème technique? Les images granuleuses de nuit révélaient des mystères qui nécessitaient un examen plus approfondi. Au fur et à mesure qu'il examinait les séquences, des motifs commencèrent à émerger. Des ombres se déplaçaient dans la forêt la nuit. Des traces apparaissaient dans la neige là où il ne devrait y en avoir aucune. Les caméras capturaient quelque chose d'extraordinaire, mais Smith avait besoin de preuves supplémentaires pour en être certain. Chaque nouvelle image soulevait plus de questions que de réponses, le poussant à explorer plus profondément ce mystère radioactif. Plus il s'enfonçait dans les images, plus ses mains tremblaient d'excitation. Ce qu'il voyait défiait tout ce que les scientifiques pensaient savoir sur l'impact de la radiation sur la faune. Dans une zone où rien ne devrait survivre, la vie renaissait de manière inattendue. Les implications de ces découvertes commençaient à ébranler les fondations de ce que les experts croyaient sur la résilience de la nature. Les caméras révélèrent que la zone d'exclusion était devenue quelque chose d'inattendu.
Là où les humains avaient fui, la nature avait repris son territoire avec une résilience remarquable. Mais l'ampleur réelle de cette transformation restait encore cachée dans des heures de séquences non visionnées. Chaque nouveau jour apportait des surprises qui défiaient la logique conventionnelle sur les effets de la radiation sur le monde naturel. Smith travailla sans relâche, analysant image par image. Chaque nouvelle découverte ajoutait à un tableau presque impossible. L'absence d'activité humaine avait créé quelque chose d'inédit, une vaste expérience involontaire sur la manière dont la nature réagit à la disparition des hommes. Son petit bureau était devenu une fenêtre sur un monde où la nature dictait ses propres règles de survie. À mesure que l'hiver cédait la place au printemps, les séquences révélèrent davantage de secrets. Des sangliers apparaissaient dans les forêts, se déplaçant en groupe dans des rues autrefois remplies de voitures. Les animaux ne montraient aucun signe évident de dommages liés à la radiation, se déplaçant avec force et détermination dans leur habitat radioactif. Leur présence suggérait une histoire d'adaptation que personne n'avait anticipée. Il ne s'agissait pas seulement de survivants isolés, ceux étaient des populations prospères. Mais ce qui apparut ensuite fit douter Smith de tout ce qu'il croyait savoir sur la zone. Des loups, plus nombreux que dans toute autre forêt européenne, erraient librement dans des territoires autrefois occupés par l'homme. Les images les montraient en train de chasser, de jouer et d'élever leurs jeunes dans l'ombre des bâtiments soviétiques abandonnés. Les meutes semblaient avoir établi une hiérarchie sociale complexe, reflétant l'ordre naturel qui existait avant la présence humaine. Les révélations continuaient d'affluer. Des cerfs bondissaient à travers des champs envahis par la végétation en nombre supérieur à celui d'avant la catastrophe. Des renards glissaient entre des structures en ruine, apparemment indifférents aux dangers invisibles qui avaient chassé les humains. Chaque nouvelle séquence complétait un tableau qui remettait en question tout ce que les scientifiques pensaient savoir sur l'impact de la radiation sur la faune. Le comportement des animaux suggérait qu'ils avaient développé une compréhension instinctive de leur environnement particulier. Puis vint une découverte qui choqua profondément la communauté scientifique. Dans les profondeurs de la zone d'exclusion, les caméras capturèrent quelque chose qui n'avait pas été vu dans la région depuis plus d'un siècle. Le majestueux lynx européen, une espèce longtemps considérée comme éteinte localement. Ces prédateurs élégants se déplaçaient comme des fantômes dans la forêt radioactive, preuve que la vie pouvait non seulement survivre ici, mais prospérer. Leur présence représentait un retour à un équilibre écologique perdu depuis des générations. Mais le lynx n'était que le début. Des ours bruns, une autre espèce considérée comme disparue de la région, apparurent sur plusieurs caméras, parcourant les rues abandonnées et reprenant des territoires que leurs ancêtres avaient perdus au profit de l'homme bien avant la catastrophe nucléaire. Leur retour réussi suggérait que la capacité de renouveau de la nature était bien plus grande que quiconque l'avait imaginé. Les images dressaient un tableau extraordinaire. La zone d'exclusion de Tchernobyl était devenue un Éden accidentel. La catastrophe qui avait rendu cette terre inhabitable pour les humains avait créé un paradis pour la faune. L'absence d'activité humaine avait permis à la nature de récupérer ce qui avait été perdu, démontrant un bénéfice plus grand pour ces espèces que les effets négatifs de la radiation. La zone était devenue un laboratoire vivant, montrant l'incroyable capacité de la nature à s'adapter et à prospérer dans des conditions extrêmes. La découverte de Smith força la communauté scientifique à affronter une vérité inconfortable. La faune de Tchernobyl démontrait que la présence humaine pouvait être plus dommageable pour la nature qu'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. Ces animaux, dans leur résilience silencieuse, racontaient une histoire puissante sur la capacité de la nature à s'adapter et à se réparer. Les implications de cette découverte allaient influencer les stratégies de conservation pendant des décennies. Les caméras continuaient d'enregistrer, documentant un monde où la nature avait triomphé de la catastrophe. Dans ce lieu de tragédie et d'abandon, la vie avait trouvé un moyen non seulement de survivre, mais de prospérer. La zone d'exclusion était devenue un témoignage de l'incroyable résilience du monde naturel. Chaque jour révélait de nouveaux chapitres dans cette histoire sans précédent de récupération écologique. Que pensez-vous que cette découverte nous apprend sur l'impact de l'homme sur la nature ?